La brousse de l'Okavango s'ouvrit brusquement. Un rugissement étouffé sembla déchirer la savane. La lionne stoppa la mort qui approchait. Mais l'instinct maternel suffirait-il à empêcher le destin de se produire? Tragédie de l'Okavango. L'Alliance des Lionnes protège ses lionceaux de la mort. L'aube se glissa sur la lisière de la prairie comme une lente traînée jaune. Les premiers rayons du soleil caressaient le sud semi-aride de l'Okavango, où la saison sèche asséchait la moindre goutte d'eau, où le vent charriait l'odeur de poussière rouge mêlée à celle de la chair rassie des proies non consommées. Elle ralentissait sous l'effet de la brise matinale. Elles formaient l'alliance, 3 lionnes élevées ensemble depuis leur plus jeune âge. Nyara était la chef, intelligente et calme. Sana était la plus forte, son corps sculpté de muscles et de poussière. Elles étaient accompagnées de 6 lionceaux. Les plus âgés couraient, se poursuivant dans la brousse, les plus jeunes titubaient encore, comme s'ils apprenaient à marcher pour la première fois. Un tel groupe est une force, mais en saison sèche, c'est aussi un fardeau. Chaque respiration des lionceaux leur rappelle que le lait maternel se raréfie. Après leur attaque vengeresse contre les babouins, les 3 lionnes quittèrent silencieusement les berges basses de l'acacia, emportant leurs petits qui grandissaient. Une semaine sans chasser leur avait donné l'impression de traîner du sable brûlant. Leur corps était visiblement amaigri, leur peau tannée par le soleil sec, leurs côtes saillantes à chaque respiration haletante. Chez les lionnes, plus de 5 jours de famine signifie que le corps commence à puiser dans ses propres muscles pour survivre. Et le 7e jour, chaque mouvement était devenu aussi tranchant qu'un couteau. Nyara s'arrêta, prise dans le vent. Ses oreilles se dressèrent, son corps s'abaissant soudainement vers le sol. L'odeur de l'impala flottait à travers l'herbe jaune, directement dans sa gorge sèche. Sana et Imba s'arrêtèrent aussi, sans qu'on ait besoin de les appeler. Chez les lionnes, un simple mouvement du corps de la chef suffit à indiquer au groupe ce qu'il doit faire. Elles n'aboient pas, ne rugissent pas, leur respiration se transforme simplement, passant du souffle ample de la canopée à celui, lent et profond, d'un prédateur. Sur le versant herbeux, les impalas broutent toujours tranquillement des touffes d'herbes sèches, ne remuant leurs oreilles que de temps à autre au moindre souffle de rosée tombant des branches d'acacia. Aucune
Aucune ne réalise que le vent a changé de direction, charriant l'odeur iodée de ceux qui dominent la chaîne alimentaire. Niara rampe au ras du sol, se faufilant comme une ombre. Sana contourne le groupe par la gauche, poussant le vent. Un bas surgit de derrière les impalas, formant un triangle parfait, une tactique ancestrale chez les lionnes, forgée au fil de milliers de générations. Lorsque l'impala dominante relève la tête, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Sana bondit en avant, son corps décrivant un puissant arc de cercle. Niara bloque sa course. Un bas se précipite comme un vent dense. Au moment où l'impala se retourna, Niara bondit sur sa hanche, Sana lui saisit le cou et un bas lui serra la patte arrière, provoquant l'effondrement de la proie comme si elle était arrachée du sol. Le craquement des os résonna, sec et glaçant. La chasse commença et s'acheva aussi vite qu'elle avait commencé. Quelques respirations plus tard, le repas commençait. Les lionnes mangent toujours vite, car elles savent que l'odeur du sang attire les prédateurs opportunistes. Leurs dents s'enfoncent profondément, arrachant chaque morceau de chair, avalant avec difficulté, sans rien retenir. Du sang chaud coule sur les lèvres de Niara, tombant en gouttes rouges sur le sol craquelé. La durée de vie de cette espèce se mesure parfois à la vitesse à laquelle elles arrachent le premier morceau de viande. Au zénith, il ne restait plus que quelques os blancs sur la carcasse de l'impala. Mais ce rare repas copieux réveilla l'énergie de chaque muscle. Toute la troupe se leva, entraînant les lionceaux avec elle, et poursuivit sa route vers le nord, là où le sol était moins jonché de pattes de hyène. Le soleil de midi était lourd comme de la cendre. Tandis que les petits, blottis sous l'ombre des acacias, respiraient calmement après la tétée, Niara se tenait un peu à l'écart, ses yeux dorés perdus au loin. Sous la lumière du soleil, leur pelage luisait d'un bronze profond, celui de ce né pour vivre en meute. Les lions sont les seuls grands félins de la savane à posséder une structure sociale organisée. Une troupe compte généralement de 3 à 12 membres, mais ce sont les femelles qui en sont l'âme. Elles naissent, grandissent, chassent, élèvent leurs petits et meurent au même endroit. Les mâles ne font que passer et disparaissent, occupant un territoire pendant quelques années seulement. L'alliance des lionnes est plus durable que toute autre amitié prédatrice. Les lionnes n'ont pas de crinière, mais ce sont de véritables machines à chasser.
Leur vie entière est rythmée par la faim et un flux constant de lait. Elles communiquent par langage corporel, un mouvement d'oreille, un abaissement d'épaule ou simplement une modification du rythme respiratoire suffit à indiquer au groupe sa place au sein de la hiérarchie. Aucune autre espèce de la savane n'atteint une telle précision. Mais cette cohésion a un prix. Lorsqu'une femelle met bas, toute la troupe est contrainte de ralentir. Lorsque deux lionceaux ont des petits, l'odeur du colostrum se répand comme un phare, attirant les hyènes, les léopards et même les mâles étrangers. Et lorsqu'un mâle étranger pénètre sur le territoire, les lionceaux sont toujours les premières cibles. Dans le monde des lions, la paix ne règne que lorsque tous les étrangers sont repoussés hors de leurs frontières. Et ces frontières se déplacent au gré des pas de la troupe. Le vent continue de souffler, charriant une odeur différente, lourde et familière. L'odeur de celui qui pourrait bouleverser l'ordre établi d'un seul regard. Niara cligne des yeux. Le vent ne change jamais de direction sans raison. Alors que l'après-midi décline, les lions trouvent un coin d'ombre sous un acacia à moitié brisé. Les lionceaux sortent en trombe du ventre de leur mère, se roulant dans l'herbe jaune. L'un d'eux tente de grimper sur le dos de Sana, griffant son épaule robuste et glissant le long du sol, roulant dans l'herbe sèche en poussant un petit cri aigu et excité. Un autre lionceau suit les pas d'un bas, la tête hochant comme s'il avait le mal de soleil, puis s'assoit par terre, somnole. Sana était couchée sur le côté, laissant les deux lionceaux se blottir contre elle, son museau effleurant doucement leur nuque. Du lait chaud coulait, et de petits bruits de succion résonnaient sous les feuilles. Un bas lécha les moustaches poussiéreuses du plus jeune, un long et patient léchage, comme une mère qui recueille la chaleur du jour. Le rythme de la meute se calma, ne laissant place qu'à de doux bruits, les pattes des lionceaux tournant autour du ventre de Niara, le bruit de leur queue mordillée et de leur retombée contre la poitrine de leur mère, la respiration régulière de ceux qui venaient de téter. Puis, un instant, la meute ralentit. Le plus petit, une douce boule de fourrure jaune, effleura le sol de ses pattes avant comme s'il tâtait chaque pierre. Il essaya de suivre ses sœurs, mais chaque pas était plus lent, jusqu'à ce qu'il s'arrête net, les yeux grands ouverts, regardant autour de lui avec une confusion embarrassée. Niara se retourna aussitôt. Sans grogner, sans appeler. Elle tourna simplement la tête, le regardant suffisamment longtemps pour que le petit comprenne la direction. La meute ralentit pour la suivre. Tout se mouvait à l'unisson jusqu'à ce que le petit secoue la tête, trébuche et presse son visage contre la jambe de sa mère. L'instant sembla couper le souffle à la steppe. Une paix rare que seuls les plus anciens pouvaient comprendre. Ici, la faiblesse était aussi le rythme de la meute. Et la meute serait toujours prête à attendre. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui l'odeur de l'herbe sèche et l'ombre du soleil couchant. Mais la paix de la steppe était toujours éphémère. Le vent changea de direction.
Et avec lui, une forte odeur envahit les lieux, celle d'un mâle adulte, riche en phéromones si denses que même la poussière sous leurs pas sembla se contracter. Niara se leva aussitôt, non pas à cause du son, mais par instinct de survie. La simple présence de cette odeur annonçait un danger imminent pour les petits. Les buissons au loin s'écartèrent. L'étrange mâle s'avança à grands pas, d'une démarche qui ne nécessitait aucune dissimulation. Sa crinière était jeune mais déjà épaisse, les poils de son dos se hérissant en rangées de pointes sombres. Il ne chargea pas. Il marcha droit, lentement, laissant délibérément son odeur se répandre d'abord, comme une froide affirmation de territoire. Les lions mâles étrangers choisissent toujours de pénétrer directement dans le territoire des femelles, non par témérité, mais parce qu'ils savent qu'ils ont l'avantage. Il leur suffit de tuer tous les lionceaux, de provoquer le retour en chaleur des femelles, et ils peuvent ainsi établir une nouvelle dynastie qui durera toute une année. Sana se jeta en avant comme une flèche fendant le vent, frappant l'étranger en plein torse et soulevant un nuage de poussière. Un bas fonça sur lui par le flanc, donnant un coup si violent de ses pattes arrière qu'il chancela. Niara l'encercla par derrière, concentrant sa force pour riposter. Trois coups consécutifs, telle une tempête, s'abattirent sur lui, et en un instant, le mâle fut projeté au sol. Le lion s'arrêta, haletant, les yeux encore brûlants. Mais cette fois, son regard était empreint de calcul, et non de confiance. Les lionnes ne reculèrent pas. Les lionnes firent un pas de plus en avant, comme pour lui rappeler que ce lieu n'était pas pour ceux qui venaient rétablir l'ordre par le sang de leurs petits. Le mâle se détourna. Non par peur, mais parce qu'elle savait que toute nouvelle attaque ne pourrait que lui être fatale. Il disparut dans la savane, laissant derrière lui une forte odeur de phéromones et des traînées de poussière rouge encore fraîche. Sana resta là à observer plus longtemps que les deux autres femelles, les épaules haletantes, le souffle court, les yeux toujours brûlants. Tandis que les lionceaux commençaient à sortir du ventre de leur mère, tremblant à la recherche du sein, tous les bruits de la savane se réduisirent au souffle de celle qui avait tenu la dernière ligne. Une fois de plus, l'alliance des trois femelles accomplit ce pourquoi leur espèce était née. Protéger la continuité de la troupe de leur propre corps. Le mâle disparut derrière l'épaisse haie, laissant derrière lui une épaisse traînée de phéromones. Sana resta longtemps debout, les épaules haletantes, son souffle sifflant dans l'épaisse fourrure de sa nuque. Mais Niara ne laissa pas la troupe s'attarder un instant de plus. Chez les lions, un mâle étranger ne s'absente que temporairement, il pouvait revenir à tout moment, avec une témérité encore plus grande.
Et tant que cette odeur persisterait sur le sol, chaque minute était une invitation à la venue d'un autre. Niara se retourna, coupant le regard de Sana d'un mouvement de front, le seul signal dont elles avaient besoin. La meute rassembla aussitôt les petits, les plaça entre les deux mers et quitta l'acacia brisée tandis que le soleil disparaissait derrière le versant. Ils se déplaçaient dans un silence absolu, seul le bruit de leurs sabots martelant le sol sec et la respiration légère des petits apeurés venaient troubler le silence. La nuit fut longue et pesante. Chaque pas était empreint de vigilance, chaque souffle de vent résonnait comme des griffes raclant la pierre. Lorsque l'aube émergea des replis de la terre, une faible lumière se posa sur les corps fatigués mais toujours debout. Le soleil déversait ses rayons comme une épaisse couche de miel doré, baignant la steppe d'une teinte triste et lasse. Après leur rencontre avec l'étrange mâle, les trois lionnes durent partir plus tôt que prévu, changeant d'habitat et cherchant des proies, malgré l'épuisement de leurs petits. Les deux plus jeunes titubaient, incapables de suivre le rythme. Niara s'arrêta, les observa longuement, puis les poussa tous deux à l'ombre légère des acacias, où l'herbe grise les dissimulerait des regards des prédateurs. Sana lécha le visage de chacun comme pour conserver une dernière parcelle de chaleur. Un bas, à l'écoute du vent, guettait le moindre signe d'ennemi, puis hocha légèrement la tête, l'endroit était temporairement sûr. Et toutes trois partirent, emportant avec elles une décision plus lourde que la faim qui, peu à peu, étouffait la savane. Leurs silhouettes se fondirent dans les hautes herbes, disparaissant dans la lumière déclinante qui glissait sur la pente. Sous l'acacia, les deux petits restèrent blottis l'un contre l'autre, leur respiration se faisant courte et rapide. L'aîné tenta de redresser la poitrine, se contractant pour paraître fort, mais le tremblement de ses jambes le trahissait. L'autre appuya sa tête contre le sol, cherchant les derniers rayons du soleil. La steppe s'étendait devant eux comme un désert silencieux, où chaque son se prolongeait, chaque silence recelant un danger latent. Un rire rauque déchira le silence. Deux petites oreilles tressaillirent. Leurs yeux s'écarquillèrent, cherchant la source de ce son bref et aigu. À la lisière de l'herbe, une ombre basse et épaisse apparut, son corps ondulant comme un torrent impétueux. La fourrure tachetée de la hyène se fondait dans la couleur de la terre, comme si elle était née dans cette steppe même. Derrière elle, trois autres ombres se déployèrent, décrivant un large arc de cercle, bloquant la seule issue des deux enfants. Une douce brise souffla, chargée de l'odeur du colostrum. Pour les hyènes, c'était bien plus qu'une simple odeur. C'était le signal du repas le plus facile du pays. La plus jeune se réfugia dans l'herbe, le corps recroquevillé, les pattes effleurant le sol comme si elle cherchait à s'agripper à quelque chose de solide. L'autre resta debout, les épaules dressées, animé du dernier souffle de courage d'une espèce qui n'avait pas encore connu la peur. Mais face à des mâchoires capables de broyer des os de buffle, tous ses efforts furent vains.
La hyène femelle, la chef, baissa la tête. Un souffle chaud effleura le sol. Puis elle chargea. Le bond fut si rapide que la poussière n'eut pas le temps de se soulever. Un petit cri aigu retentit, aussitôt étouffé par le silence. Aucune lutte. Aucune résistance. Quand les 3 lionnes revinrent, la chasse n'avait pas encore commencé car les impalas les avaient repérées trop tôt. La vision qui s'offrit à elles les figea sur place, comme frappées de plein fouet par le vent. L'herbe était piétinée. La petite tache de sang s'était étendue en un épais cercle. Et l'odeur de la hyène persistait, comme une tache que le vent ne pouvait effacer. Sana restait immobile, le visage tendu, les yeux si grands que la lumière de l'après-midi s'y reflétait comme du verre brisé. Aucun rugissement. Aucun sifflement. Juste un silence aussi lourd qu'un coup de marteau sur son cœur. Un bât fit un pas de plus, puis s'arrêta. Elle baissa la tête, reniflant le sol où la tache de sang n'avait pas encore séché. Son corps tremblait comme si son souffle s'était coupé. Niara s'approcha lentement, portant son nez à l'endroit où son malheureux enfant avait reposé. Elle laissa échapper un long soupir, si profond et si sec qu'on aurait dit qu'elle expirait son âme. À cet instant, personne ne bougea. La steppe entière semblait figée dans le silence, témoin de cette perte silencieuse. L'enfant survivant se jeta dans le ventre de Sana, son petit corps tremblant violemment, son souffle mêlé à l'odeur du lait et à la panique. Sana le serra contre sa poitrine, léchant sa tête avec force, chaque léchage comme une excuse, comme une tentative désespérée d'effacer ce qu'elle ne pouvait sauver. Mais la steppe était impitoyable. Elle prenait ce qu'elle voulait, à tout moment. La meute resta longtemps immobile autour de cette parcelle de terre, jusqu'à ce que le soleil se couche à l'ouest, teintant le ciel de rouge comme une plaie encore ouverte. Personne ne rugit de vengeance. Personne ne suivit les traces de la hyène. Il existe des douleurs qui ne se règlent pas avec des griffes, mais avec un silence suffocant. Lorsque la meute se remit en marche, les corps jaunes sombres se fondirent dans l'obscurité, seuls leurs yeux brillaient parfois lorsqu'ils se retournaient pour regarder leurs petits. Chaque pas était un choix, vengeance ou survie, haine ou protection de ceux qui restaient. Au loin, dans le ciel, un faible rayon de l'aube était apparu, fragile mais bien réel. Il illuminerait le troupeau de buffles noirs. Et la lumière brillera aussi sur les 3 lionnes qui viennent de perdre leurs petits, mais qui doivent déjà se précipiter dans la prochaine bataille comme si elles n'avaient jamais été vaincues.
Car sur ces terres, la douleur n'est jamais une fin. Elle n'est qu'un tremplin vers le prochain combat. Alors, à votre avis, que se passera-t-il au lever du soleil? Remporteront-ils un festin mémorable pour apaiser leur chagrin, ou continueront-ils à payer le prix de nouvelles blessures? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines aventures des lions dans cette savane hostile. Les Lycaons viennent de terminer une campagne parfaite, leurs yeux brillent encore de fierté. Un rugissement profond et résolu retentit. Ce n'est plus une histoire de proie, mais un rappel de l'ordre silencieux de l'Okavango. Le dernier, s'il est assez fort, gardera tout. L'Okavango, impitoyable lion. Le cauchemar des Lycaons. Alors que le soleil se couche sur les prairies inondées du delta de l'Okavango, la fine brume se lève progressivement, révélant le vrai visage de la vie ici, d'une beauté à couper le souffle mais impitoyable. Ce n'est pas seulement un paradis pour les animaux sauvages, mais aussi une arène ancestrale, où le chasseur et le chassé évoluent sans fin. Ici, le chasseur et le chassé partagent chaque centimètre carré de terre, chaque gorgée d'eau. Lions, Lycaons, tous sont pris dans le cycle sans fin de la survie. L'Okavango n'est pas seulement la destination finale du fleuve, mais aussi le point de départ d'affrontements sanglants, où seules les créatures les plus adaptables peuvent survivre. Les lions. Les célèbres souverains de la vaste savane africaine. Ils possèdent un physique puissant, un corps musclé, de larges épaules, des pattes puissantes et des mâchoires suffisamment puissantes pour transpercer le crâne de leur proie. Les mâles peuvent peser jusqu'à 250 kg, avec une épaisse crinière autour du cou et de la poitrine. Non seulement elle constitue une protection au combat, mais elle est aussi un symbole de puissance pour les adversaires et d'attirance pour les femelles. La lionne est plus petite, mais agile et résistante, l'âme de la chasse, la guerrière silencieuse des prairies. Une troupe de lions peut compter de 3 à plus de 20 individus, principalement des femelles avec des membres de leur famille, la même portée de lionceaux et un ou plusieurs mâles adultes qui contrôlent la troupe. Les femelles sont attachées à leur territoire à vie, tandis que les mâles ne conservent le pouvoir que quelques années, avant d'être détrônés par des lionceaux plus jeunes et plus forts.
Dans le monde sauvage et rude des prairies, la force d'un lion mâle ne se mesure pas à son rugissement ou à sa musculature imposante, mais à sa capacité à conquérir et à maintenir une troupe de femelles. C'est le summum du pouvoir, l'héritage du sang, la preuve d'un véritable souverain. Car ce n'est qu'en contrôlant une troupe de femelles qu'un lion mâle peut véritablement jouer un rôle dans la perpétuation de la race. Chaque lionne de la troupe représente l'avenir, celle qui élève la génération suivante, et le mâle dominant est non seulement un compagnon, mais aussi un protecteur, un garant de l'ordre. Mais ce pouvoir n'est jamais acquis facilement. Pour conquérir les femelles, le lion mâle doit vaincre le précédent chef dans une lutte à mort. Et pour conserver la troupe, il doit lutter sans relâche contre les intrus, protégeant ainsi les lionceaux. Les jeunes mâles, à la crinière fine et débordant d'ambition, voyagent par groupes de 2 ou 3, ensemble, ils traquent le chef aîné. Ils suivent chaque empreinte, chaque égratignure, guettant l'occasion de le renverser. Et le moment venu, le pays tout entier se transforme en champ de bataille. Ils fondent sur l'adversaire avec la force redoutable de leur corps, rugissant de manière assourdissante, délivrant des morsures qui mettent à mal le prestige du vieux lion qui tente de préserver sa domination. Le combat entre lions mâles n'est pas une course-poursuite effrénée, mais une longue et lente épreuve du feu, brûlant comme de la lave sous terre. C'est aussi un jeu de courage, de détermination et de volonté de survivre en tant que chef. L'ancien roi a perdu face au nouveau venu. Le jeune lion mâle rugit, signalant sa nouvelle usurpation du trône à ses voisins et à la troupe qu'il gouvernera et protégera. Car ici, où chaque jour est une bataille, le véritable pouvoir ne vient pas de la simple force, mais de la capacité à protéger, à entretenir et à transmettre la vie. La structure sociale soudée du lion, ses tactiques de chasse habiles et son instinct territorial féroce en font le symbole ultime du pouvoir naturel. Mais ce trône sera toujours contesté, et seuls les individus véritablement supérieurs pourront graver leur nom sur cette terre brûlée. Dans ce monde sauvage et féroce,
une nouvelle vie naît toujours de moments d'instinct et de compétition. La reproduction du lion n'est pas seulement un acte de préservation de l'espèce, mais aussi une lutte silencieuse pour assurer le pouvoir, la lignée et la survie. Lorsqu'un lion mâle prend le contrôle d'une troupe de femelles, il s'accouple rapidement avec les femelles du groupe pour confirmer sa lignée et tue les lionceaux de la précédente, permettant ainsi à la lionne de retourner en chaleur précoce. L'accouplement se déroule généralement sans interruption pendant plusieurs jours, à une fréquence allant jusqu'à 20 à 40 fois par jour. La lionne n'ovule qu'après l'accouplement. Ce mécanisme biologique particulier augmente les chances de conception et garantit que seul le mâle le plus fort, celui qui acquiert la puissance, laisse une descendance. La gestation dure environ 110 jours. À l'approche de la naissance, la lionne se sépare discrètement de la troupe et trouve un endroit isolé sous des buissons denses ou un endroit peu fréquenté pour mettre bas. Une portée peut compter de 1 à 6 lionceaux, mais seuls 2 ou 3 survivent généralement les premiers mois. Pendant les premières semaines de vie, les lionceaux sont totalement dépendants de leur mère, ils sont aveugles, faibles et incapables de marcher. La mère lionne s'occupe d'eux, les allaite et les tient à l'écart des prédateurs tels que les hyènes, les lycaons et même les autres lions mâles s'ils ne sont pas le père des lionceaux. Lorsque les lionceaux atteignent l'âge de 6 à 8 semaines, la mère les rend à la troupe. Dès lors, l'une des caractéristiques les plus particulières des lions commence à se manifester, la parentalité collective. Non seulement la mère, mais aussi les autres lionnes de la troupe prennent soin, allaitent et protègent tous les lionceaux comme s'ils étaient les leurs. Cette coopération augmente les chances de survie, surtout dans un environnement dangereux. Les lionceaux commencent à marcher, à jouer et à apprendre à chasser en observant et en imitant leur mère et les autres femelles adultes. Ils vivent avec la troupe jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment indépendants, vers 2 ou 3 ans, lorsqu'ils entament le difficile voyage d'errance à la recherche de leur propre territoire et de leur troupe de femelles. Sous le soleil doré de la région de l'Okavango, où les plaines inondables rencontrent la savane aride.
Les troupeaux de zèbres se déplacent comme le flux noir et blanc de la vie. Ils sont l'une des proies préférées des lions, non seulement en raison de leur taille modeste, mais aussi parce qu'ils se déplacent souvent en grands groupes, facilement séparés en cas de panique. Malgré leurs pattes puissantes et leur vitesse impressionnante, ainsi que leur capacité à changer de direction avec souplesse pour éviter les prédateurs, les zèbres ne peuvent échapper au regard inquisiteur des dirigeants de ce pays. Avec leurs rayures noires et blanches uniques, les zèbres utilisent le camouflage non seulement pour se fondre dans la meute, mais aussi pour brouiller la vue des ennemis lorsqu'ils s'enfuient. Les zèbres se déplacent généralement en troupeau, mais lorsqu'un zèbre est perdu et inattentif, il est la cible du menu du lion aujourd'hui. De loin, la lionne a suivi la piste, marchant légèrement comme une ombre, se cachant parmi les roseaux secs. Le vent a changé de direction, emportant l'odeur de la proie. Les zèbres ont relevé la tête et se sont arrêtés un instant. Aussitôt, les chevaux se sont précipités pour échapper au lion. Les lions chargèrent les chevaux paniqués, mordant le plus faible du troupeau, incapable de s'enfuir à temps. Les zèbres tombèrent en un instant, et les lions se régalèrent. Les lycaons, infatigables stratèges, commencèrent la chasse avec une précision quasi militaire. Nul besoin de se cacher comme des lions, ni d'être aussi rapides que des guépards, ils comptaient sur leurs armes collectives, discipline et coordination. Alors que le soleil matinal n'a pas encore séché la rosée du sol de l'Okavango, la meute de lycaons s'est tranquillement mise en route. Ils ne sont ni bruyants ni pressés. Chaque pas relève d'une stratégie programmée par l'instinct. Au loin, le jeune buffle s'est égaré, faible et fatigué, tentant d'avancer, mais ses pattes tremblantes ne suffisent plus. La meute de lycaons saisit l'occasion comme l'éclair. Ils se déploient en éventail pour encercler leur proie. Nul besoin de signaux tels que des rugissements ou des rugissements de lions, quelques regards, quelques mouvements synchronisés suffisent à la compréhension de toute la meute.
Ils se précipitent pour mordre, paralysant la capacité de résistance. Non pas à l'unisson, mais en rythme, couche par couche, telles des vagues encerclant progressivement la petite créature. Pas d'agressivité, pas de rugissement, juste de l'endurance, de la tactique et un instinct de survie aiguisé depuis des milliers de générations. Voilà l'art de la chasse des chiens sauvages, ces guerriers silencieux de l'Okavango. Pas de sauvagerie, juste la froideur de la nature. Dans cette chasse, les chiens sauvages ne sont pas des tueurs impitoyables. Ils incarnent une leçon cruelle mais nécessaire. Le faible, même d'un seul pas, paiera de sa vie. Un bruit soudain provenant de la lisière de la prairie fit s'arrêter la meute de chiens sauvages. Oreilles dressées, yeux perçants suivirent le bruissement qui se rapprochait. Puis un rugissement profond et lourd, tel le tonnerre, résonna dans le sol. La meute de chiens sauvages recula aussitôt, d'un demi-pas, puis d'un pas complet, instinctivement. Ils n'eurent pas le temps de pleurer leur butin. Devant eux se tenaient les deux véritables maîtres de ce pays, un simple coup de griffe ou une morsure suffisait à anéantir n'importe quel animal. Les deux lions apparurent comme deux ombres de la mort couvrant le sol, leurs crinières emmêlées luisant d'un brin doré sous la lumière déclinante du soleil. Ils ne rugissaient pas et n'avaient pas besoin de faire étalage de leur force. Simplement en marchant lentement, leurs muscles saillant à chaque pas, ils affirmaient leur souveraineté avec une autorité incontestable. La meute de chiens sauvages, composée de plus d'une douzaine d'individus, se tenait devant la carcasse du jeune buffle. Il se hérissait, montrait les dents et émettait de légers sifflements, mais cela suffisait à comprendre il ne voulait pas reculer. Ce repas était une digne récompense après des heures de chasse, à travers la boue, les hautes herbes et les attaques manquées avec un regard affamé. Aucun d'eux ne voulait abandonner. Un lion fit un autre pas en avant. Sa grosse tête était baissée, ses yeux fixés sur la meute de chiens comme s'il se demandait l'effort en valait-il la peine?
La meute de chiens sauvages montrait toujours les crocs, certains se rapprochaient puis reculaient, comme pour tester une réaction. L'air était lourd de tension, ou un faux signal signifiait le sang, non pas de la proie cette fois, mais des concurrents. Mais la vérité était on ne peut plus claire. Lorsque le deuxième lion rugit un rugissement profond et retentissant, porteur d'un souvenir de l'ordre ancien, la meute de chiens sauvages commença à battre en retraite. Non par peur, mais par compréhension ils perdraient s'ils se battaient. Ils étaient intelligents, mais leurs adversaires n'étaient ni des antilopes ni des buffles. Chaque chien sauvage s'éloigna, sans hâte, mais d'un pas lourd. Leurs yeux restèrent fixés sur la carcasse du buffle, comme s'ils se souvenaient de cette défaite. Derrière eux, deux lions s'approchèrent sans hésitation de la carcasse et la dévorèrent. Inutile de se précipiter, ils avaient gagné par leur seule présence. Le festin commença sans cérémonie, mais avec sens. Telle était la nature froide de la nature sauvage juste à sa manière, aussi impitoyable que la vie qu'elle protégeait. Dans le monde de l'Okavango, où chaque pas pouvait être le dernier, où chaque regard, chaque rugissement ou chaque tic pouvait décider de la vie ou de la mort, l'hésitation n'est pas de mise. Ici, tout être vivant existe, non pas en paix, mais dans une danse constante entre le fort et le faible, entre l'instinct et la stratégie, entre l'opportunité et le coup. Les deux lions se tenaient là, savourant en silence la viande qu'ils venaient de conquérir sans effusion de sang. Ils n'avaient besoin d'aucune argumentation, d'aucune preuve supplémentaire. Leur existence était une preuve en soi. Dans ce pays où le soleil brûle et où la brume cache les yeux de ceux qui observent, seuls les plus forts sont capables de survivre et de laisser leurs empreintes au sol. Si votre cœur s'est déjà emballé en entendant un rugissement qui a brisé la paix. Si vous avez déjà suffoqué à l'instant brutal de la survie. Alors vous êtes prêt à vous enfoncer plus profondément dans ce pays où seul l'instinct, la force et le courage déterminent qui vit et qui meurt. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des voyages les plus intenses de la nature sauvage. Car là où la vie est toujours à la frontière de la mort, c'est aussi là que la vérité sur ce monde se révèle le plus clairement.